Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'Intimement Sport. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le quotidien d'athlètes à l'ambition olympique. Nous recevons aujourd'hui Marion Chaussonnery, Hugo Barbotin et Paul Gauthier. Tous ont le même projet, participer à Los Angeles 2028 et les Jeux paralympiques. Ils sont accompagnés par notre association depuis maintenant plus d'un an et à travers la cellule Cap à l'Ouest. Nous allons en savoir un peu plus sur leur quotidien et leurs ambitions. Bonjour à tous. Bonjour. Vivre les Jeux, ce n'est pas juste ajouter une ligne sur un CV, c'est parfois se perdre, toujours recommencer, et puis surtout être au travail, longtemps au travail. Aujourd'hui, vous avez l'ambition de faire les Jeux Los Angeles 2028. Qu'est-ce que ça veut dire, cette ambition et ce projet de vie? Marion, si on devait résumer aujourd'hui ton ambition olympique, comment tu la traduirais? L'engagement, de l'exigence, de la rigueur et de la passion. Ok, et toi, Paul? Moi, je pense que c'est un rêve. Du coup, aujourd'hui, c'est juste que le rêve, c'est devenu un objectif. Du coup, oui, c'est un rêve qui est devenu objectif. Ça veut dire que c'est plus concret. Ok. Et toi, Hugo? C'est également un rêve de gamin et aujourd'hui, avec de la patience et beaucoup de travail, on, on va y arriver. Vous avez chacun un parcours totalement différent. Qu'est-ce qui vous a emmené à ce projet paralympique, Hugo? Ce qui m'a emmené à ce projet, c'est que quand j'ai commencé la rééducation, il y avait un ergomètre dans la salle de sport. J'en ai fait beaucoup et je me suis rappelé mes premiers souvenirs quand j'étais au collège où j'ai fait ce sport, donc du coup l'aviron. Et quand j'ai commencé à réellement me remettre sur pied, j'ai commencé à battre mes coachs de rééducation. Et là, on m'a dit, ce serait bien de se rapprocher du club d'aviron et pourquoi pas se faire classifier et puis tenter sa chance. Et toi, Marion? Moi, ça a été l'acceptation de ma pathologie qui s'est déclenchée en 2018. Et donc, la reprise du cheval en dressage, le fait de l'annoncer à mon entourage et à ma coach, et des premiers résultats après 3 ans d'arrêt d'équitation où j'ai été championne de France et où je me suis mis à rêver et à me dire que si j'acceptais que je me faisais classifier, on pouvait avoir un potentiel en haut niveau. Et l'aventure a commencé. Et donc on s'est dit pourquoi pas nous. Ok, et toi, Paul? Moi, je pense que c'est parce que j'aimais le sport. Donc, au début, je faisais du sport comme tous les jeunes. Et puis, j'ai voulu un peu plus pousser vers le haut niveau. Donc, du coup, je me suis mis là-dedans, quoi. Et comment on se réveille avec un projet olympique? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, je veux y aller? Je pense que c'est par étapes. On se réveille pas le matin et en se disant je suis sportif de haut niveau. Mais au début, c'est comme je disais, c'est un rêve. On commence à s'entraîner un petit peu plus, un petit peu plus. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai mûri un peu. Et j'ai réussi à mettre les trucs en place pour me structurer un peu plus. Et c'est là que c'est devenu un objectif, comme je le disais. Et justement, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, c'est beaucoup d'entraînement. Combien de temps d'entraînement? Sur les bonnes semaines, je m'entraîne 20h, 21h par semaine. Mais c'est aussi beaucoup de réflexion, d'échanges avec les entraîneurs. Et du coup, c'est ça qui est pas évident à mettre en place, de toujours se dire est-ce qu'on est dans la bonne direction ou il suffit pas de faire les heures, il faut faire les bonnes heures au bon moment. Du coup, c'est pas évident. Ok. Et toi, Hugo? On est sur des entraînements, on est aux alentours de 16 à 20 heures par semaine, des entraînements où je dois être très très concentré parce qu'on est sur un sport très technique, chaque fois qu'on monte dans le bateau, faut vraiment que je sois à l'écoute pour pouvoir enregistrer les sensations faire les exercices comme il faut pour progresser. Et aujourd'hui, on est sur un bel axe de progression et j'ai envie que ça continue. Ok. Et toi, Marion?
Moi, c'est le fait de s'organiser et de gérer les entraînements avec ma vie au quotidien aussi. Et je dirais que c'est de m'entraîner avec mon binôme, puisque moi, j'ai aussi l'animal qui rentre en compte. Et donc, il faut aussi gérer son entraînement et sa mise à l'effort. Mais c'est un entraînement quotidien, que ça soit en prépa physique pour moi toute seule ou en prépa et en entraînement avec lui. Je m'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine avec lui. Après, j'ai entre 1 et 2 séances de prépa physique par semaine et du kiné en plus. Et tout ça dans un emploi du temps bien chargé, puisque je travaille aussi à côté. Justement, donc tu dis que tu travailles à côté. La conciliation d'un projet professionnel, puisque c'est aussi ce qui nourrit, et du projet olympique, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Et je dirais que plus ça va et plus je me rends compte que il faut être très très organisé, il faut avoir beaucoup de soutien autour, parce que sans ça, on a du mal à s'organiser, à rentrer dans des routines et à garder la rigueur et l'exigence que demande à la fois la vie professionnelle et à la fois un projet paralympique. Donc c'est pas simple. Aujourd'hui, je concilie les deux en même temps. J'espère à l'avenir pouvoir me donner plus de temps pour mon projet paralympique que mon projet professionnel. En tout cas, dans ce projet-là à Los Angeles 2028. Ok. Et toi, Paul, du coup? Moi, j'ai décidé d'arrêter les études parce que j'ai passé mon bac en 2 ans l'année dernière, donc avec une scolarité un peu aménagée. Mais là, quand j'ai voulu rentrer à la fac, beaucoup moins d'aménagement et du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que j'arrivais pas à concilier les deux, enfin pas à bien faire les deux en tout cas. Du coup, j'ai décidé d'arrêter pour me mettre à fond dans mon projet. Ok. Et toi, Hugo? Alors moi j'ai une grande chance, j'ai la chance d'avoir ma femme qui m'a dit voilà, je travaille, consacre-toi à ton sport, à ton rêve. Et voilà, donc on a un arrangement, je m'entraîne, forcément je vous l'ai dit, beaucoup. J'y consacre beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices également, même dans le planning. Et à côté de ça, voilà, faut s'occuper des enfants, faut s'occuper de la maison. Donc voilà, on trouve notre rythme et on continue comme ça. Et est-ce que aujourd'hui, vous diriez que le sport vous a fait changer, en tout cas l'ambition que vous avez olympique vous a fait changer à titre personnel? Alors moi, oui, pour ma part, je pense que oui, notamment sur le regard qu'on porte sur soi. Je suis passé par différentes étapes dans ma maladie, des moments vraiment très difficiles, je sais d'où je suis parti. Et aujourd'hui, le sport, ça me permet voilà, vraiment de me préserver. Alors même si aujourd'hui la maladie elle continue d'avancer et qu'elle avancera toujours, ça permet vraiment de la contenir et de limiter la casse. Et aujourd'hui, elle m'a fait changer mon point de vue, voilà, même sur moi, sur ma propre estime. Voilà, c'est vraiment un lien que je veux pas rompre. Et toi, Paul? Est-ce qu'elle t'a changé? Est-ce que tu estimes que ces ambitions t'ont fait grandir ou peut-être t'ont apporté une certaine maturité? Je pense que ouais, ça m'a fait mûrir parce que quand, quand tu fais du sport, je pense qu'il faut être très rigoureux dans tes apprentissages, dans tes entraînements. Donc du coup, bah forcément que ça t'apporte cette rigueur qu'on n'a pas forcément en étant adolescent. Donc je pense que ça m'a permis de grandir et de comprendre un certain nombre de choses, même dans la vie en général, grâce au sport. Ok. Et toi, Marion? Ça m'a permis d'accepter ma maladie. Comme le disait un peu Hugo, on passe par différentes phases, surtout quand c'est des maladies qui arrivent tardivement ou en tout cas avec lesquelles on n'est pas né avec, et d'autant plus quand c'est un handicap invisible. Je dirais parce que le regard des autres rentre beaucoup en compte aussi. Donc ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui j'ai accepté de m'accepter comme je suis et j'ai pris confiance aussi. Et ma pratique du sport au quotidien, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène et ça me permet de me vider la tête
de vivre ma passion et de penser à autre chose en fait. Et de me dire que effectivement dans ma pathologie, comme un peu celle d'Hugo, le fait de rester en action et d'être mobile permet de ralentir en tout cas l'évolution de cette pathologie. Et au-delà de ça, les valeurs du sport pour moi sont essentielles et me permettent de me challenger tous les jours et de dépasser mes limites. On le rappelle, qui dit sport de haut niveau et sportif de haut niveau, c'est pas parce qu'on a cette considération professionnelle qu'on peut vivre de son sport. Donc ça nécessite forcément pour vous trois un certain sens du sacrifice. Vous en parliez sur l'emploi du temps, sur des éléments. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez songé à renoncer? Alors, je vais commencer par toi, Paul, parce que t'es le plus jeune. Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis, non, je vais pas aller au bout Non, je pense que ça m'arrive pas parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est mon mode de vie. Je me lève pour m'entraîner, pour progresser. Donc, du coup, il n'y a jamais de jour où je me dis, bon, bah, aujourd'hui, je fais rien. Parce que c'est comme mon travail. Aujourd'hui, je me lève pour aller m'entraîner. Donc, du coup, ça arrive toujours. Après, il y a forcément des jours plus durs que d'autres où je traîne un peu des pieds. Mais en fait, c'est comme mon travail. Et du coup, ça me permet de. Même, c'est même pas une question de motivation, c'est une question d'habitude. Je sais que le lundi matin, je fais du vélo. Le mercredi, je vais nager. C'est une habitude. Et du coup, je me pose même plus la question si j'ai envie ou pas. Le sport est ton moteur. Bah oui, un peu oui. Et toi, Marion? Le sens du sacrifice et savoir si on a douté, oui, on doute. L'année dernière, j'ai douté de pouvoir reprendre un objectif paralympique avec un projet qui s'est arrêté pour le projet Paris 2024. Explique-nous du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais en lice. On va dire que j'essayais de concourir pour les sélections de Paris 2024 et de faire mon maximum. Ma jument, qui était la jument de ma coach à l'époque, mais qui l'est toujours, mais qui était ma jument de compétition à l'époque, a eu des soucis physiques en fait et n'a pas supporté l'intensité du haut niveau. Donc on a dû mettre un terme en fait à ce projet-là avec elle. Et donc pendant 4 mois, c'est une grosse période de doute qui s'installe parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir continuer à ce niveau-là, savoir si on va pouvoir retrouver un cheval. Et aujourd'hui, je dirais qu'une des plus grosses, des plus grosses questions que l'on peut avoir, c'est le côté financier. Parce que un cheval de ce niveau-là, c'est entre 50 et 100 000 euros. Une saison à ce niveau-là, c'est, on va dire, entre 35 et 40 000 euros. Et que même en continuant à travailler à 100% aujourd'hui, je suis incapable de subvenir à ça toute seule. Et donc oui, les doutes se sont installés à ce moment-là, jusqu'à temps que je croise la route de la Team Mam. Mais il y a plein de doutes qui se posent. Et après, en termes de capacité et l'exigence que ça demande, et de se faire confiance en disant qu'on est capable d'y arriver, qu'on peut progresser, qu'on peut avancer, et qu'on ne part pas de rien, et qu'on va pouvoir rebondir et évoluer, ça se fait beaucoup dans la tête et dans le mental, se faire confiance. Et après, oui, on a des passages de doute où quand on a des compétitions où on est un peu moins performant, on se remet en question, on se demande ce qui s'est pas bien passé, comment on peut s'améliorer. Moi, j'ai l'animal qui rentre en compte, donc si l'animal est un peu moins bien ou qu'il y a des petits soucis de santé à certains moments donnés, c'est toujours la question aussi de comment on fait pour que ça aille mieux et qu'à un moment donné, on soit tous les deux performants ensemble. Voilà. Et après, moi, le doute aujourd'hui que j'ai, c'est vraiment cette gestion au quotidien de mon planning et de mon organisation, qu'il faut encore qu'on améliore et qu'on routinise, je dirais, pour qu'à terme, je puisse me dégager plus de temps et avoir moins de charge mentale professionnelle pour pouvoir être plus performante dans mon projet. Et toi, Hugo, du coup, il y a eu des jours où tu as voulu tout arrêter ou te dire c'est pas fait pour moi? Non, des jours où j'ai voulu tout arrêter, non, mais des doutes, forcément, comme disait Marion, on en a toujours. Et moi, le plus gros doute qui plane, ça va être par rapport à mon âge. Aujourd'hui, on est sur un sport qui est physique, où j'ai une concurrence, voilà, où les gens ont en gros une dizaine d'années de moins que moi. Rappelle-nous ton âge. Moi, je vais avoir 40 ans là, dans un mois. Mais pour autant,
voilà, je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, moi, au bout de 3 ans, je suis toujours là, je suis toujours dans le circuit et il y en a beaucoup qui arrêtent parce que quand on est plus jeune, il y a des fois où, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y en a qui veulent tout de suite et quand ils arrivent sur un sport, alors ils sont très forts physiquement, mais quand ils arrivent, ils veulent tout de suite. Mais aujourd'hui, voilà, l'aviron, c'est pas comme ça que ça marche. Ça demande un rameur, ça se construit, c'est environ 5000 km sur l'eau pour justement pouvoir dire qu'on est un rameur confirmé. Il en reste un petit peu à faire, mais aujourd'hui, j'en ai d'avance sur ceux qui sont plus jeunes que moi. Donc voilà, je rebondis là-dessus et j'essaye de calmer le doute et de croire en ma chance. Pour chacun d'entre vous, vous expliquez que le sport, justement, c'est aussi votre moteur. Vous parlez aussi de chance par rapport à votre entourage. Justement, lié à votre entourage, est-ce que vos ambitions pèsent sur le côté familial? Paul? Bah, peser, c'est peut-être un peu lourd, mais forcément, il s'adapte à mon rythme de vie parce que moi, pour mon cas, j'ai pas de permis, donc c'est ma famille qui m'emmène un peu à droite, à gauche pour les entraînements, pareil en compétition. Donc forcément que elle a une contrainte par rapport à ça. Mais je pense que ce soit ma famille ou plus particulièrement ma mère qui m'aide beaucoup, je pense que ça lui fait plaisir de vivre ça avec moi et que ma réussite sera la sienne comme celle de mon coach ou des trucs comme ça, quoi. Travail d'équipe. Oui. Et toi, Marion? Dans ce cadre-là, tu parlais justement de la conciliation de ton emploi du temps de professionnel. Est-ce que la famille s'en retrouve impactée de ses ambitions paralympiques? Oui, ils s'en retrouvent impactés parce que ma présence à la maison est moins importante, sachant qu'en plus de ça, j'ai un métier qui est très prenant où je suis beaucoup en déplacement professionnel. Je fais environ 5000 km par mois. Donc je découche déjà pour mon travail et je découche en plus pour les compétitions, les stages ou toute autre activité en lien avec mes projets. Donc c'est pas toujours simple à la maison et c'est vrai que ça soit pour les enfants, j'ai 2 enfants en bas âge de 4 et de 5. 4, non, 5 ans, de 5 ans et 9 ans, j'ai 2 enfants en bas âge de 5 ans et 9 ans et du coup c'est vrai que il faut leur expliquer, il faut qu'ils puissent comprendre, il faut aussi qu'ils puissent me suivre à certains moments, mais c'est impactant pour eux. Et après, j'ai mon mari qui est à la maison et qui gère aussi beaucoup toute cette charge-là des enfants, de la maison, de l'entretien au quotidien. Et c'est pas toujours simple non plus parce qu'il faut que chacun trouve sa place dans un projet comme ça qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et toi, Hugo, tu parlais justement de ta femme qui quelque part, a fait, elle, le sacrifice pour ton ambition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme pour Paul, comme pour Marion, un allié essentiel, la famille, et est-ce qu'elle s'en retrouve impactée? Alors c'est un allié, oui, plus qu'essentiel, voilà, c'est fondamental, il faut qu'il soit là. Maintenant, pour autant, ça reste quand même hyper impactant pour la famille, parce que voilà, aujourd'hui, les dimanches matins sous la couette, ça, c'est comme tout, hein, ça n'existe pas. Mais pour autant, voilà, tout le monde est derrière moi, même si à la maison on mange aviron, on boit aviron, enfin c'est comme ça, c'est le quotidien. Et pour autant, voilà, ma femme gère également mes réseaux sociaux, donc du coup, avec moi sur la plupart de tous les événements, avec mes enfants également. Et je pense que c'est une aventure qu'on vit en famille. Et est-ce que vous diriez qu'on devient un peu égoïste quand on poursuit un rêve olympique? Alors, égoïste, je dirais, enfin pour ma part, je pense pas, parce qu'en fait, ce que j'ai envie, vraiment envie de le partager, et c'est pas quelque chose que je veux garder pour moi. Je veux, voilà, ma famille puisse me suivre, que ce soit ma femme, mes enfants ou même mes parents. Vraiment, je pense pas être dans l'égoïsme et voilà, partager, c'est hyper important et on partage les moments de doute, mais aussi, heureusement, les très bons moments qui, j'espère, vont encore être de plus en plus importants. Et pour toi, Marion? Je parlais
Enfin, l'égoïsme, pour moi, c'est un mot qui est fort, mais après, on est, oui, très recentré sur soi et sur ses objectifs et sur son organisation, puisque tout va tourner autour un peu de notre organisation. Donc, la place qui pourrait y avoir pour d'autres choses et pour d'autres activités en famille sont quand même plus restreintes. Donc, il y a quand même peut-être une forme d'égoïsme là-dedans. Mais je reçois assez Hugo. Moi, je suis super contente quand je gagne en compétition de pouvoir ramener un flot à chacun de mes enfants. Je sais que je ramène les coupes, ils sont aux anges. Mon plus petit a tapissé son mur de chambre avec tous mes flots. Donc c'est aussi une fierté pour eux et c'est une fierté pour moi de leur montrer qu'en travaillant, en y mettant du sien et en essayant de progresser et d'avancer pas à pas, on peut arriver à faire des super choses et surtout à croire en soi et en ses rêves en fait. Et je pense que ça, c'est des vraies valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants et à ma famille. Mais après, j'ai conscience que la perception d'autrui ou de d'autres personnes dans l'entourage peuvent faire dire qu'on a un côté égoïste de s'embarquer là-dedans et de vouloir se donner à fond. Et toi, Paul? Bah, moi, je pense, comme Marion, c'est vrai que l'égoïsme, c'est un peu fort, mais à des moments, je pense que je suis obligé de penser qu'à ma performance. Par exemple, bah, même quand je m'entraîne pas, je pense à la performance, donc ça veut dire que je ne vais pas aller faire les soldes avec ma mère ou des trucs comme ça pour ma récupération. Donc ma mère, elle peut dire tu penses qu'à toi, alors que moi, je pense déjà au lendemain ou au surlendemain que je vais devoir être en forme. Donc du coup, oui, c'est plus une notion de priorisation plutôt que d'égoïsme, mais à un moment, il faut mettre les priorités où il faut, quoi. Et effectivement, vous avez tous les trois un projet ambitieux qui dit Olympiade, forcément dit excellence et performance. Aujourd'hui, ça se construit depuis que vous avez intégré l'association Team Mam, grâce à la cellule Cap à l'Ouest et aux partenaires. Hein. On remercie encore aujourd'hui la coopérative U7253 qui nous a permis quelque part d'être un accélérateur pour vous. Est-ce que pour vous, justement, l'exigence, elle est différente parce que vous êtes en situation de handicap par rapport à un valide, tout simplement? Est-ce qu'il y a une exigence plus forte dans vos sports? Hugo? Euh, une exigence plus forte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on a une pathologie, alors là, je vais parler pour moi, parce qu'après, bon, c'est vraiment propre à chacun, mais il faut accepter de faire avec ses faiblesses, malheureusement. Accepter que tous les jours, c'est pas forcément pareil par rapport à un athlète valide. Pour autant, j'essaye de ne pas être trop regardant et aujourd'hui j'ai la chance d'être dans un club, donc je suis au club d'aviron du Mans et j'ai la chance de m'entraîner qu'avec des valides et au final où il n'y a pas de différence marquée, parce qu'en fait on finit par connaître très très bien notre corps, on connaît nos limites, donc du coup voilà, quand on dit stop c'est stop, personne n'insiste, tout le monde comprend et ouais je pense que oui ça va demander des exigences alors, particulière, pas particulière, différente. Voilà. Enfin, pour moi. Et toi, Paul? Je pense que c'est pas tellement des exigences différentes, c'est plus des problématiques différentes, dans le sens où il y a beaucoup plus d'organisation. Je vois un triathlète valide, il veut aller faire un footing, il va aller courir à côté de chez lui. Moi, il faut que je pense à où aller pour que ça soit sécuritaire, ou comment emmener le fauteuil. Enfin voilà, c'est plein de problématiques n'a pas forcément valide. Mais après, l'exigence du haut niveau, que tu sois valide, que tu sois handi, bah, au bout d'un moment, il faut être bon, pareil. Et bah, c'est la même chose pour tout le monde. Et c'est ce qui est bien dans le sport, c'est que ça rapproche tout le monde, handicap à handicap, je pense. Ok. Pour toi, Marion, l'exigence est différente? L'exigence est différente, l'exigence est la même. Dès lors où on veut se donner un objectif de haut niveau et un objectif paralympique, je pense qu'il faut apprendre à dépasser ses limites
et donc se donner les moyens, et donc forcément l'exigence va de pair aussi. Mais après, je rejoins assez les garçons en disant que avec le handicap, il y a des adaptations qui vont peut-être prendre un peu plus de temps, ou qu'il va falloir prendre en considération de manière plus importante que pour un athlète valide. Mais l'exigence, on doit l'avoir quelle qu'elle soit. Dès lors où on se met un objectif comme ça, on ne peut pas y aller en dilettante ou en se disant tiens, on va tenter puis on verra bien, quoi. Justement, tu parlais de budget tout à l'heure. Les budgets entre un athlète valide et un athlète en situation de handicap restent similaires, ou il y a une vraie disparité selon peut-être le degré aussi de handicap, hein. Je pense que, alors en tout cas dans mon sport et dans ma pratique au quotidien, je pense que en fonction du degré de handicap, je pense que ça peut être différent. Parce que moi j'ai la chance de pouvoir me mettre à cheval toute seule. Dès lors où on a un handicap plus lourd, où on est en fauteuil, c'est encore d'autres adaptations. C'est prendre le temps d'eux, c'est avoir peut-être quelqu'un qui vous suit de manière plus régulière, même sur les compétitions, pour vous préparer physiquement, pour vous accompagner. Moi, je peux encore me déplacer toute seule sur une compétition. Alors quand je dis toute seule, c'est sans aide aide extérieure. extérieure. Sur des grades qui sont plus petits, donc qui ont un handicap plus élevé, on va avoir ce qu'on appelle un school rider, donc un cavalier qui va monter le cheval avant l'athlète. Et donc là, c'est une personne supplémentaire, ce sont des coûts supplémentaires. Donc je dirais que pour moi, globalement, on va dire qu'une saison, en termes de budget, va rester à peu près équivalent d'un athlète non handi ou handi. Tout dépend du degré de pathologie et des objectifs aussi derrière. Après, ça reste un coût certain, et il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de paramètres à prendre en considération, dont l'animal. Ouais. Et toi, Paul, Bah, tu je, vois une différence entre un athlète bah, valide et... je pense que, sauf si le coureur à pied achète des chaussures à 10 000 €, il y a une différence forcément parce qu'il y a beaucoup plus de matériel. Enfin, Ouais, plus de tu penses au matériel. matériel, du coup, aux investissements que nécessite ce sport. Ouais, oui, bah, surtout à ça, oui, mais même si quand on creuse un peu le budget de la saison, on voit que il faut louer un camion parce qu'on ne se déplace pas en voiture normale. Il faut des grandes chambres d'hôtel, enfin plein de trucs comme ça, mais Ouais, on rappelle que tu te déplaces avec un fauteuil d'athlétisme adapté justement pour ton handicap et un handbag, donc un vélo couché, sur lequel ça nécessite forcément de partir en compétition avec un gros volume. ouais. Oui, mais après, oui, c'est surtout que déjà, quand j'ai voulu me lancer dans le paratriathlon, bah, on a découvert un peu les budgets et on s'est rendu compte que bah, il fallait une grosse enveloppe car les matériels sont, enfin, les revendeurs sont moindres, donc du coup, les budgets grimpent un peu, je pense. Donc du coup, il y a tout ça à prendre en compte qui déjà facilite pas la Ouais, pratique. le coût de transport, les éléments qui sont liés effectivement à avoir des structures adaptées pour l'hébergement, effectivement, c'est des éléments qui plombent le budget dans ton cas. Oui. Et toi, Hugo, tu vois une différence? Tu parlais tout à l'heure justement que tu pratiquais avec des athlètes valides, Ouais. mais qu'il n'y avait pas de différence qui se faisait à l'entraînement. Est-ce que dans un budget de saison, ça joue? Ça joue un petit peu. Alors pour autant, moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'appareillement spécifique pour pouvoir ramer. Pour autant, par rapport à ma maladie, il y a toujours des choses voilà, qui peuvent être adaptées pour optimiser la performance. Je pense notamment au syndrome pour lequel je souffre lors des chaleurs, qui s'appelle le syndrome d'Uthoff. Voilà, on parle de gilets de gilets rafraîchissants, de choses comme ça. Voilà, toutes ces choses auxquelles voilà, si on n'a pas ce genre de problème, on n'est pas confronté, forcément on n'en a pas besoin. Et puis également en compétition, je m'aperçois également que la différence, c'est que je ne peux pas aller suivre les courses comme je veux, je ne peux pas marcher autant que tout le monde parce que j'y perds de l'énergie et je le ressens tout de suite. Et ça, c'est des fois un petit peu compliqué quand il faut rester assis un petit peu sur sa chaise pendant que les copains ils vont regarder les autres courir. C'est des fois pas forcément évident, mais ça fait partie du jeu. Et si on veut être performant, c'est les petites différences. Ok.
Et est-ce que quelque part, en fait, justement, là on parle de physique parce que vous êtes tous les trois porteurs d'une pathologie ou d'un handicap, est-ce qu'en fait le poids et la puissance du mental ne fait pas la différence? Marion? Je pense que, enfin, pour ma part, moi j'ai toujours, alors même si ça l'est un peu moins maintenant, mais au début j'avais toujours le besoin de prouver que j'étais capable malgré mon handicap, et donc que j'avais l'envie et que j'ai les mêmes capacités que les autres. Et je pense que ça forge quand même un mental assez important et un mental d'acier. Euh, mais encore une fois, je pense que de toute manière, dès lors où on se lance dans un projet comme ça, qu'on soit valide ou para, euh, on doit avoir un mental d'acier parce qu'il faut qu'on accepte de se faire mal et il faut qu'on accepte de se dépasser. Et je pense que ça m'aide encore plus à vivre avec ma pathologie aujourd'hui et à l'accepter, ça c'est certain. Et pour toi, Val? Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas de différence au point de vue mental, dans le sens où, comme l'a dit Marion, un sportif valide de haut niveau, il doit aussi s'accrocher. Et moi, je ne tire pas de bénéfice de mon handicap vis-à-vis de ça. Mais forcément que, bah, on va dire que on a moi, j'ai pu ressentir un peu de frustration dû à mon handicap quand j'étais plus jeune, surtout que je pouvais pas jouer au foot dans la cour de récré ou des trucs comme ça. Donc ça t'apprend un peu la frustration, mais sinon, au point de vue mental, je pense que c'est comme tous les athlètes. Et est-ce qu'on peut dire que du coup le sport t'a permis d'exister du coup? Bah, je pense que moi, j'ai construit mon identité grâce au sport, dans le sens où moi, je parle à n'importe qui, je parle de sport, je parle que de ça. Donc du coup, c'est vrai que ma personnalité et mon caractère s'est fait beaucoup grâce à mon sport et à ma pratique intensive. Et pour vous? Mais du coup, moi, oui, le mental, faut forcément qu'il soit solide. Moi, j'essaye de, voilà, de jamais perdre en tête ce pourquoi j'avais repris le sport à la base. À la base, j'avais pas repris le sport et la rééducation en me disant je veux devenir athlète de haut niveau. Je l'avais fait pour avoir une vie normale et pour pouvoir porter mes enfants quand j'avais envie. Et aujourd'hui, quand il y a un petit moment de doute, voilà, on se raccroche à ça et voilà, ça fait avancer. Et je pense que ouais, la force mentale, elle est là. Parce que quand on voit, voilà, des fois, si on s'apitoie sur son sort, je pense que c'est compliqué. J'ai connu trop de gens pour qui c'était un petit peu comme ça. Et malheureusement, ces gens-là, on les retrouve un petit peu voilà, au 36e dessous parce que bah, ils savent plus comment faire. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas le but du tout. Et justement pour vous deux, dont on dit un handicap invisible, ce mot est souvent repris, est-ce que vous estimez que le sport justement vous avait permis d'accepter vos différentes pathologies? Marion? En tout cas le sport et la pratique à haut niveau. Oui, ça m'a permis, ça a été un passage dans mon niveau d'acceptation parce que pour pouvoir débuter mon rêve et continuer mon rêve, il fallait que j'accepte de me faire classifier et donc d'être reconnue para. Ce qui n'est pas forcément facile à faire quand on a du mal à s'accepter avec cette pathologie. Et donc du coup, oui, ça m'a aidé dans mon parcours d'acceptation et dans mon vivre au quotidien avec cette maladie. Mais comme je le dis souvent, en fait, pour moi aujourd'hui, cette pathologie-là, je la prends comme une chance, dans le sens où c'est une pathologie qui vous oblige à rester mobile. Ouais. Puisque c'est une pathologie qui va enraidir les articulations, qui va vous enraidir et qui va vous faire perdre en mobilité et en force au fur et à mesure. Et donc plus vous allez rester mobile et plus vous allez aller, entre guillemets, contre ça et plutôt dans le fait de dire bah, je vais continuer, je vais avancer et je vais garder une activité normale. Et plus ça va ralentir en fait l'évolution de cette pathologie-là. En tout cas, moi j'en ai la certitude. Et pour toi, Hugo? Moi, l'acceptation, ben oui, il y a plusieurs étapes à franchir. La première, en effet, comme disait Marion, c'est de pouvoir se classifier. Une fois qu'on est classifié, moi, ça va être aujourd'hui d'accepter que malgré tous les efforts que je fais,
malgré l'hygiène de vie, hein, que je reste irréprochable, que ce soit au niveau diététique, que ce soit au niveau heure de coucher. Enfin, on est vraiment sur un packaging complet. L'acceptation, elle aura toujours lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une pathologie évolutive, et là, par exemple, vous parlez tout à l'heure de se déplacer sur les compétitions, et pour autant, là, il faut que j'accepte de pouvoir me servir de ma canne. C'est pas toujours évident, surtout quand on est voilà, à un certain niveau en para où voilà, on arrive à battre certains valides. Et quand vous sortez du bateau, qu'il y a une canne, on dit mais fichez de moi. Mais voilà, donc ça c'est encore un petit cap à passer. Voilà, j'y travaille. Et est-ce que dans ce cadre-là, justement, est-ce qu'il y a des regards qui ont changé depuis que vous avez mis en place ce projet olympique? Est-ce que autour de vous, le regard a changé à travers votre ambition paralympique? Paul? Bah, je ne pense pas dans le sens où depuis que j'ai 12-13 ans, on va dire que je fais un peu du sport de haut niveau, même si ça a évolué avec le temps, mais je pense que ma famille ne se rend pas forcément compte. Ils se disent il fait du sport, mais ils ne voient pas tout l'envers du décor. Mais après, je pense qu'ils savent que je suis déterminé et du coup, il n'y a rien qu'à changer, mais je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte des fois de l'investissement, ce que c'est. Ils voient les heures d'entraînement, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a à côté, Ce que ça représente? toute la charge mentale qu'il y a à côté des entraînements et des compétitions. Et pour toi, Marion, est-ce que tu penses que le regard des autres autour de toi a changé par rapport à ce projet quand on met tout de suite sur la table le projet paralympique, c'est un mot fort. C'est un mot fort et ça a été au début, je pense que les gens m'ont dit oui, bon, c'est un projet, elle s'embarque là-dedans, mais enfin, est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que c'est accessible? Enfin, il y a plein de questions en fait qui se font et ça veut dire aussi pour ton entourage d'accepter ta pathologie et mettre des mots. Où jusqu'à présent, en fait, on faisait comme si tout allait bien et comme si tout était normal, alors que ça ne l'était pas forcément. Donc il y a tout un parcours et une acceptation de tout le monde. Et après, dans le projet paralympique, le regard de tout à chacun, je dirais que oui, il a pu changer. Il y en a qui sont super contents, il y en a qui se disent oh, elle est folle, comment elle va faire et pour autant, les personnes qui me soutiennent et les personnes les plus proches, pour moi, sont les plus importantes, même si des fois il y a des hauts et il y a des bas. Et le projet, et j'ai décidé de me lancer là-dedans. C'est un projet familial et amical parce que tout le monde aussi, ça crée un engouement, on va dire, derrière et ça soulève aussi des interrogations et des questionnements. Mais je dirais que pour moi, le plus important, c'est ma ligne de conduite et mon focus. Si je reste moi focus et si je me dis que c'est possible et qu'on va tout faire pour y arriver, je mettrai tout en place pour y arriver. Qu'après les autres aient un regard qui change en bien ou en mal, je dirais que je m'en fiche. J'ai juste envie, moi, de vivre mon projet et d'y aller. Ceux que j'embarque avec moi, je suis super contente et c'est génial et que tout le monde me suive et voilà, et on partage ça à plusieurs. Ceux qui n'ont jamais osé le faire ou qui se disent oh, mais machin, je m'en fiche. En fait, qui restent là où ils sont, et puis moi je continuerai à avancer et le reste c'est pas grave quoi. Justement, vous êtes accompagnés de l'association Timam tous les trois. Si vous deviez résumer en un mot, alors c'est dur hein, en un mot, hein, mais le soutien du Timam sans utiliser le mot sport, qu'est-ce qu'il caractériserait, en tout cas le mot qui serait le plus adapté? Bah, je pense que c'est de l'encadrement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, sans Timam, j'aurais pas d'entraîneur, j'aurais pas d'ostéo, j'aurais pas de prépa mentale, j'aurais pas grand-chose finalement. Et du coup, oui, c'est vraiment de l'encadrement, quoi. Ça t'a permis d'accélérer l'accès au haut niveau? Bah oui, c'est vraiment comme un staff de haut niveau, sauf que il se concentre sur une même structure, la Timam. Donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a permis. Ça m'a permis de passer un cap encore
dans mon projet. Et oui, ça m'a vraiment fait accélérer, ça m'a professionnalisé un petit peu, même si je touche pas un rond, mais ça m'a aidé là-dedans, ouais. Ok. Et pour toi, Marion? En un mot. En un mot, Paul a résumé l'encadrement. Moi, je dirais le soutien et la confiance. En un mot, j'en ai dit deux. Mais pour moi, c'est pas dissocié. Le soutien, et ça rejoint un peu ce que disait Paul dans l'encadrement, la structuration que la team nous apporte. Et la confiance parce qu'on a une équipe qui croit en nous et qui nous soutient derrière quoi qu'il arrive et qui garde ce focus en fait et qui mettra tout en place pour qu'on y arrive. Et en fait, on part du principe que c'est toujours une obligation de moyens. Et donc, si on met tout en place pour y arriver, et ben après, on espère tous que le résultat sera qu'on soit tous les trois à Los Angeles 2028. Mais en tout cas, on aura fait tout pour. Et nous, c'est bien de croire en nous, mais d'avoir une association et une structuration et un encadrement qui croit encore plus en nous que ce que nous, on peut croire et qui nous accompagne là-dedans, coûte que coûte, et qui reste hyper focus, quoi qu'il arrive à côté, pour moi, c'est juste essentiel, en fait. Et moi, voilà, on a dit un peu tous les mots, mais C'est le plus dur à la fin. voilà, c'est le plus dur à la fin, mais du coup, je pense que le mot équipe, il revient bien dans ma tête. Parce que du coup, toute la team, que ce soit les athlètes, que ce soit les encadrants, on est tous liés, tous dans les mêmes objectifs, on est tous là pour avancer. Et aujourd'hui, voilà, on se soutient les uns les autres, et je pense que c'est ce qui fait la force, et voilà, ce qui fait que voilà, on prendra tous les trois l'avion pour aller On l'espère. de l'autre côté de l'Atlantique. On l'espère justement. Et en question, oui, c'est vrai qu'il y a aussi le jeu à la... mais justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à une personne qui vit la même épreuve que vous, le même handicap ou handicap similaire? Qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre par rapport à votre expérience et à cet accompagnement que vous avez de l'association? Moi, ce serait de pas tomber dans le panneau de quand on tombe malade, les médecins vous envoient souvent vers des réunions de gens qui ont la même maladie. Vous arrivez, tout le monde fait la goule parce que du coup, la grande vie, le choix, c'est de faire ça ou ça. Et en fait, on a l'impression que ces gens-là se complaisent un peu dans ce qui leur arrive, et que bah, ils se tirent tous un petit peu vers le bas. Et voilà, moi j'ai fait une réunion comme ça, et je suis rentré, j'ai dit à ma femme, plus jamais je vais là-dedans, c'est fini, c'est plus jamais, on fait autre chose. Et j'ai fait autre chose, j'ai fait ce que je pensais être bien pour moi, et au final, ça a fonctionné pour moi, et je pense que ça reste, ça reste une belle chose à faire. Et pour toi, Paul? Moi, je pense que même sans parler de gens avec ma pathologie, je pense que tout le monde devrait avoir un projet de haut niveau dans sa vie, dans le sens où c'est vraiment constructeur, c'est formateur. Pour moi, ça l'a été. Alors pour moi, c'est dans le sport et dans le triathlon, mais ça peut être dans tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, d'avoir un projet et d'être à fond dedans, je trouve que c'est la meilleure chose au monde. Et moi, ça me permet comme j'ai dit, de me lever tous les matins avec le sourire. Et pour toi, Marion? Je dirais de rester, oui, d'avoir un but, un objectif, de s'accepter comme on est, avec ce qu'on a, et de trouver ce qui va nous permettre de dépasser ça, en fait, et d'aller au-delà et de continuer à avancer, et de se challenger, de se fixer des objectifs, et de prendre du plaisir aussi. Parce que pour moi, c'est essentiel. Si on le fait sans passion et sans plaisir, ça ne fonctionne pas. Donc les étapes, elles sont encore longues avant Los Angeles 2028, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas, d'ici là, pour cet objectif de Los Angeles 2028? Déjà, la santé, je pense que quand on est sportif, c'est très important. Et puis, je pense que de continuer à s'entraîner, je pense. Et puis après, les choses arriveront comme elles doivent arriver. Marion? D'avancer, de faire son petit bout de chemin, de continuer à mettre les choses en place et de progresser pas à pas pour être prêt sur les étapes de sélection et le jour J.
Ouais, pareil, continuer à s'entraîner, toujours prendre du plaisir et puis éviter les blessures, c'est surtout ça, parce qu'au final, on n'est pas du tout surhumain. Tout ce qu'on fait, nous, tout le monde peut le faire, je pense. Et voilà, une question de détermination. Donc, garder le cap, voilà, c'est ça. Surtout éviter les pièges et continuer à rester motivé. Et voilà, permettra de vivre une belle aventure. Vous l'avez dit, la route est encore longue et puis ça ne se fera pas sans effectivement du budget. Bien évidemment, c'est aussi le nerf de la guerre. On l'a bien vu tant sur le montant des investissements que aussi sur l'accompagnement. Et puis vous avez mis en valeur aussi l'importance de l'entourage, de la famille. Ce sera l'objet en tout cas du troisième épisode où on présentera des parcours de familles sur des athlètes de haut niveau qui sont accompagnés par l'association Timam. On se retrouve donc pour le troisième épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.